Et donc on donne la place à Steve Doelsy qui va nous parler, il va nous traiter les calculs là, avec du laser. On vous écoute. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation à cette session dédiée à l'utilisation urinaire. Je vais effectivement vous parler de laser. Et je vais commencer par cette diapositive. Donc il y a plusieurs lasers, pas un laser, mais des lasers. Et vous voyez donc ici qu'on peut avoir différents types de lasers. Vous avez ici le spectre visible, donc la lumière blanche, et vous avez les ultraviolets et les infrarouges. Alors, les infrarouges à ce niveau-là, et vous voyez qu'on dispose de plusieurs lasers, et ceux qui sont entourés, vous avez l'holmium, le néodymium, le KTP, donc on dispose de plusieurs lasers en urologie. Et celui sur lequel je vais me focaliser aujourd'hui, c'est le laser holmium, puisque c'est celui qu'on utilise principalement pour fragmenter les calculs. Donc vous voyez que les longueurs d'onde peuvent varier. Donc là, sur le laser holmium, on est à 2140 nanomètres, ce qui est le spectre infrarouge. Vous avez une profondeur d'action de ce laser-là qui est de 0,4 mm. Et l'avantage du laser holmium, c'est qu'il permet de traiter l'ensemble des pathologies endo-urologiques, c'est-à-dire qu'on peut traiter, inciser la muqueuse, que ce soit donc au niveau prostatique, coaguler, vaporiser aussi donc les calculs et aussi les tissus. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Le laser holmium, l'avantage c'est que c'est devenu le laser de référence du traitement des calculs urinaires, des tumeurs de la voie excrétrice lorsqu'on fait un traitement conservateur, donc des tumeurs urothéliales du haut appareil, et il permet aussi de faire ce qu'on appelle l'endopyélotomie, qui est une alternative éventuelle à la pyéloplastie, donc pour les syndromes de jonction pyélo-urétérale, inciser aussi des sténoses urétérales, et on l'utilise aussi très récemment pour l'énucléation prostatique. Donc vous voyez un éventail d'indications du laser holmium qui est assez large, et c'est le seul donc, actuellement qui permet la lithotricie, donc les calculs urinaires. La première description donc, de l'utilisation du laser holmium en urologie, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à 1992 par Johnson, et ça a été donc la première publication réalisée. Les autres types de lasers, puisque je vous le disais, vous avez le néodymium, dont l'inconvénient est la profondeur d'action tissulaire. Je vous ai expliqué que donc, le laser holmium a une profondeur d'action de 0,4 mm. Vous avez le thulium qui, lui, permet de traiter aussi l'adénome de prostate, donc réaliser l'énucléation, inciser aussi les tumeurs vésicales, les sténoses, les tumeurs urothéliales du haut appareil, et vous voyez, pas de calcul. Donc finalement, vous voyez très clairement que le laser holmium est celui qui permet donc, le traitement des calculs urinaires. Alors, laser holmium, c'est bien, on dispose actuellement de plusieurs générateurs, mais ensuite, c'est l'idée aujourd'hui de cette présentation-là, c'est quels paramètres utiliser, comment configurer son laser lorsqu'on fait de la lithotricie laser. Et vous voyez sur les différents paramètres, ce qu'on va pouvoir régler, c'est la fréquence, l'énergie et la durée d'impulsion laser. Donc voilà, ici vous voyez donc pulse short pulse, c'est la durée d'impulsion laser, la fréquence, l'énergie. Et je vais revenir sur chacun de ces paramètres et comment les configurer. Et en fonction des paramètres laser, quel type d'effet on va avoir lorsqu'on traite les calculs. Donc tout d'abord, le laser holmium, c'est quoi? C'est un laser qu'on appelle pulsé. Alors pulsé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des impulsions, donc à intervalles réguliers. Vous avez aussi des lasers continus, type thulium, où vous avez une diffusion de la lumière en continu. Et donc le laser pulsé, vous voyez que la puissance, donc ce qu'on va pouvoir régler, l'énergie et la fréquence, le résultat de cela, c'est une puissance qui s'exprime en watts, l'énergie en joules et une fréquence donc en hertz. Donc là, je ne suis pas sûr effectivement que cette vidéo passe, mais l'idée en fait du laser holmium, c'est quoi? C'est que vous allez avoir au bout d'une fibre laser, donc on utilise des fibres laser pour traiter nos calculs urinaires, vous allez avoir une bulle de cavitation qui va permettre donc le passage des photons sur le calcul. Et ce qui va se passer en fait, c'est un effet photothermique, c'est-à-dire que l'eau résiduelle au niveau du calcul va être portée à ébullition, va fragiliser le calcul, et donc vous allez avoir une fragmentation. Et donc ça c'est l'idée du laser pulsé, donc à différents intervalles. Le premier paramètre dont je vous ai parlé, c'est l'énergie. Donc l'énergie, on parle de haute et de basse énergie. Vous voyez ici sur cette diapositive, ce qu'on appelle basse énergie, c'est une énergie comprise environ entre 0,2 et 0,5 joules. Ce qu'on appelle haute énergie,
comprise entre 1 et 2 joules. L'énergie, ça va servir à quoi? C'est-à-dire c'est la force avec laquelle vous allez frapper le calcul. C'est-à-dire soit des petits pics, soit des gros coups au niveau du calcul. Et en fonction de cette énergie, vous allez avoir des cratères, des fissures au niveau du calcul qui sont plus importantes en fonction du degré d'énergie que vous appliquez. Le deuxième paramètre que vous allez régler, c'est la fréquence. La fréquence, c'est uniquement une question de rapidité. Vous voyez, là ce qu'on appelle basse fréquence, c'est une 1 à 5 Hz, donc 1 Hz, vous avez une impulsion par seconde, 5 Hz, 5 impulsions par seconde. D'accord? Et donc, la fréquence, c'est simplement de la rapidité. Si je mets 10 Hz, c'est bien, je vais avoir 10 impulsions par seconde. Ici, vous voyez, ce qu'on appelle haute fréquence, 15 à 80 Hz environ. Donc, on dispose de plusieurs machines actuellement qui nous permettent de régler ces différents paramètres. Vous avez une ancienne génération de générateurs laser qui était moins puissant. Alors, je vous rappelle, la puissance, c'est le produit de l'énergie et de la fréquence. Donc, on avait une énergie limitée, une fréquence limitée. Maintenant, on dispose du coup de générateurs laser qui vont jusqu'à 120 watts et qui permettent du coup d'appliquer des énergies très hautes, mais aussi des fréquences très hautes. Et ensuite, on peut faire varier les différents paramètres en fonction de l'effet recherché. Donc, je vous rappelle, la fréquence, uniquement une question de rapidité du traitement. Et enfin, sur les dernières générations laser, donc ça, sur les anciens générateurs laser, on pouvait régler ces deux paramètres-là, l'énergie et la fréquence. Mais récemment, sur les nouvelles générations, on peut régler ce qu'on appelle la durée de pulse, ou la durée d'impulsion laser. Alors, c'est quoi la durée d'impulsion laser? Pour une fréquence donnée et une énergie donnée, c'est-à-dire si je règle mon laser à 5 Hz, donc je vais avoir 5 impulsions, admettons on dit 5 Hz, 1 joule. Je vais avoir 5 impulsions de 1 joule par seconde, mais la durée de cette impulsion peut être variable. Et c'est ça qu'on appelle la durée d'impulsion laser. C'est-à-dire que là, vous avez une courte durée d'impulsion laser, entre 200 et 800 microsecondes, c'est-à-dire qu'on va aller envoyer de l'énergie très très rapidement. Et vous avez ensuite une durée d'impulsion longue, qui est supérieure à 1000 microsecondes. On va avoir une diffusion de l'énergie un petit peu plus longue pour une même fréquence. Et donc vous voyez très clairement ici, pour une énergie qui a été par exemple paramétrée à 1 joule, vous voyez qu'ici on a exactement la même fréquence entre une longue et courte durée d'impulsion laser, c'est-à-dire que, enfin longue ici, pardon, à droite et courte ici, vous voyez c'est la largeur du diagramme. Donc on envoie une impulsion laser sur une même fréquence, mais la durée d'impulsion est variable. Donc vous voyez, on a 3 paramètres à régler finalement sur la dernière génération de générateurs holmium. Et donc le premier, ça va être l'énergie laser, donc soit basse, soit haute, donc moins de 0,5 joules ou plus de 1 joule. La fréquence, donc moins de 5 Hz pour une basse fréquence ou plus de 15 Hz pour une haute fréquence. Et enfin, la durée d'impulsion laser, vous voyez, qui nous permet donc d'avoir un effet différent. Et là, on va voir sur les différents paramètres qu'on peut régler pour le type d'effet recherché. Sur ces 3 paramètres-là, 8 combinaisons, c'est-à-dire qu'on peut faire une basse fréquence avec une courte durée d'impulsion laser avec une haute énergie, donc varier chacun des paramètres, et en fonction de cela, vous allez avoir des effets différents. Encore une diapositive pour le rappeler, la durée d'impulsion laser, l'énergie, et enfin la fréquence, et vous jouez avec tout cela. Alors quel réglage pour les calculs, puisque c'est l'objet de cette présentation-là? On décrit actuellement 3 paramètres laser, 3 réglages principaux, et en fonction de ces réglages, vous allez avoir un effet différent. Alors quels sont les effets? Vous avez ce qu'on appelle le dusting. Donc, vous voyez qu'on est en train de réduire le calcul en poussière. Vous avez ensuite la fragmentation. L'idée c'est de fragmenter le calcul donc en plusieurs morceaux. Et enfin le popcorn, alors ça c'est ce qu'on appelle le jumping stone, c'est-à-dire que vous avez plusieurs fragments, vous avez fait une étape de fragmentation des calculs, et enfin vous voulez les réduire en plus petits fragments, voire de la poussière. Alors comment on va pouvoir régler notre générateur laser? Donc pour le dusting, ce qui va être vital, c'est d'utiliser une faible énergie. C'est-à-dire que vous allez taper le calcul avec une très très faible énergie.
donc très faible énergie, moins de 0,5 joules, ça va de 0,2 à 0,5 joules globalement, sachant qu'il n'y a pas de standard. C'est-à-dire que vous avez plusieurs publications, chacune s'accorde pour dire qu'il faut une basse énergie, une haute fréquence, mais la haute fréquence, je vous rappelle, c'est juste aller vite pour le traitement. Ce qui va permettre de faire de la poussière de calcul, c'est appliquer une basse énergie. Et enfin, on dit qu'il faut aussi utiliser une longue durée d'impulsion, c'est-à-dire que vous avez une diffusion de l'énergie un petit peu plus lente, ce qui permet finalement de frapper le calcul en douceur, entre guillemets, pour en faire de la poussière. Le deuxième paramètre, c'est la fragmentation. L'idée de la fragmentation, c'est de taper fort. Donc vous allez appliquer une haute énergie, plus de 1 joule, 1,5 joule. Alors ça dépend aussi, là encore, de vos générateurs laser. Vous pouvez aller jusqu'à 3 joules et plus. Et plutôt une basse fréquence, c'est-à-dire vous tapez très fort et vous fabriquez donc des morceaux de calcul que vous allez ensuite retirer avec ce qu'on appelle un panier. On l'a pu voir tout à l'heure sur la présentation de Pierre Taylor, où on attrape le fil guide, donc avec ce qu'on appelle un panier en nitinol. Et là, faible durée d'impulsion laser, c'est-à-dire que finalement vous frappez très fort très vite et vous produisez donc des fragments. Et vous voyez qu'enfin, vous pouvez avoir une même puissance laser, mais des paramètres complètement différents. C'est-à-dire, si j'utilise une faible énergie et une haute fréquence, je vais avoir peut-être la même puissance qu'en utilisant une haute énergie et une très faible fréquence. Donc finalement, on se rend compte que la puissance, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il va falloir vraiment paramétrer, c'est l'énergie et la fréquence. Et je le répète encore une fois, la fréquence, c'est simplement la rapidité. Si vous voulez aller plus vite, vous augmentez la fréquence. On peut très bien faire de la fragmentation en utilisant une fréquence un peu plus importante. Mais ce qui va vous limiter dans votre traitement, finalement, c'est la qualité de la vision au moment du traitement. C'est bien beau de dire je vais faire de la poussière, mais si vous avez un effet tempête de neige et que vous ne voyez plus rien du tout, eh bien spontanément vous allez arrêter le traitement, vous allez devoir faire une pause, mettre de l'irrigation et reprendre secondairement votre traitement. Donc cette histoire de fréquence, c'est l'urologue qui l'adapte en fonction du traitement lorsqu'il le réalise. Et dernière étape, le popcorn, comme je vous l'ai dit, c'est finalement c'est pas l'un ou l'autre, mais on peut combiner les techniques au moment d'un traitement chirurgical. C'est-à-dire que lorsque vous avez un gros calcul, par exemple peut-être plus de 10 mm, vous pouvez commencer par faire de la poussière et à la fin fragmenter le calcul pour pouvoir récupérer des morceaux et enfin analyser ces morceaux pour déterminer l'étiologie éventuelle, donc la composition du calcul et avancer sur l'étiologie qui peut être en cause dans la formation de ce calcul. Et lorsqu'il y a beaucoup trop de fragments, on peut être amené à faire ce fameux popcorning, où là on va utiliser plutôt une haute énergie, 1 à 1,5 joules, une haute fréquence et une longue durée d'impulsion laser. L'idée étant de réduire ces fragments en plus petits fragments qui devraient s'éliminer spontanément, ou alors en récupérer quelques-uns ensuite, pour ceux qui sont significatifs, avec le panier. Donc la fragmentation, globalement on admet que on casse 1 cm de calcul en 40 minutes. Alors 1 cm de calcul en 40 minutes, ça dépend de quoi? Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend des compétences de l'urologue. Effectivement, quand on est en début d'expérience, eh bien, on ira plus lentement que quelqu'un qui est expérimenté en urétéroscopie souple ou bien en néphrolithotomie percutanée. La vision, si vous avez un effet tempête de neige ou si vous avez un saignement dans les cavités rénales, bien entendu, la vitesse de votre traitement va être impactée. L'irrigation et la vision ont une corrélation, puisque sans irrigation, vous allez avoir une vision qui va être impactée. Le laser et ses paramètres, bien sûr, la taille du calcul, sa localisation et aussi son volume, sont tous ces facteurs qui vont intervenir finalement sur la durée de fragmentation. Enfin, c'est ce que je viens de vous dire, lorsqu'on a des calculs qui sont durs, on sait très bien que la composition des calculs, vous allez avoir des calculs qui vont être résistants. Alors typiquement, celui-là, c'est un calcul d'oxalate de calcium monohydraté, qui est beaucoup plus dense, et de fait de sa composition, si vous voulez réaliser donc le fameux dusting, faible énergie, eh bien ça va être plus compliqué d'obtenir de la poussière. Pourquoi? Parce que la composition du calcul plus résistante fait qu'on va peut-être opter plus pour une fragmentation initialement. Et donc la fragmentation, je vous rappelle, haute énergie, faible fréquence et courte durée d'impulsion laser.
De l'autre côté, vous avez un calcul ici qu'on appelle donc d'oxalate de calcium dihydraté, qui est un calcul qui est très friable, et donc c'est un calcul typique pour faire du dusting, comme les calculs d'acide urique. Vous allez pouvoir utiliser une faible énergie, une haute fréquence, et donc une longue durée d'impulsion laser. Donc vous voyez que vous pouvez adapter, lorsque vous faites une urétéroscopie souple ou bien une NNPC, en fonction de la composition supposée du calcul, vous pouvez déjà ajuster vos paramètres laser. Enfin, vous voyez que si vous optez pour la fragmentation, si vous devez fragmenter un calcul de 1 cm en pièces de 5 mm, vous allez devoir retirer environ 8 pièces de calcul, 8 allers-retours lorsque vous faites de l'urétéroscopie souple. Si vous voulez réduire un calcul de 2 cm en pièces de 5 mm, vous voyez qu'il va falloir retirer au total 64 pièces de calcul. Donc, ça va être une perte de temps, entre guillemets, et vous voyez qu'il va falloir probablement combiner la fragmentation et le dusting pour pouvoir avancer et éviter de perdre trop de temps, parce que si vous devez retirer 64 fragments, c'est sûr que ça va être très fastidieux. Donc encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, ce n'est pas l'une ou l'autre technique, mais c'est souvent finalement une combinaison des techniques lorsqu'on fait un traitement chirurgical. Le popcorn, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez les petits calculs qui sautent, haute fréquence, haute énergie, et vous voyez les calculs sauter, donc le jumping stone, qui était écrit donc par un de nos collègues, Esteban Ligny, qui était placé dans le service en 2017. Enfin, une particularité, pour les réglages des lasers des calculs qui sont calciens inférieurs, on sait que lorsque vous êtes en déflexion en urétéroscopie souple, plus vous avez une énergie haute, plus vous avez une diffusion de l'énergie laser au niveau de la fibre laser, et vous risquez une casse de cette fibre-là. Qui dit casse de la fibre, dit casse de notre endoscope, et donc réparation, ce qui est une grosse contrainte. Donc, il a été publié récemment, en fait, on sait qu'il va falloir appliquer une basse énergie. Donc, vous avez 3 types de situations lorsque vous avez un calcul calicien inférieur. Soit le calcul est relocalisable, et donc vous le relocalisez, c'est-à-dire que vous allez utiliser un panier et le mettre dans une situation plus favorable, par exemple en caliciel supérieur ou dans le bassinet, et ensuite vous faites votre traitement laser sereinement. Deuxième option, vous avez un calcul qui n'est pas relocalisable, et donc vous allez appliquer une basse énergie et utiliser une fibre laser de moins de 270 microns parce qu'elles sont beaucoup plus souples, et vous allez ensuite relocaliser les fragments rapidement dans une situation plus favorable. Et enfin, dernière situation, impossible de relocaliser, vous allez devoir donc détruire le calcul complètement dans le calice inférieur, et là encore on vous recommande plutôt d'utiliser une basse énergie, moins de 0,5 joules, pour éviter de casser cette fibre laser et donc l'endoscope. Enfin, une dernière chose, plus on utilise une énergie importante, plus on a ce qu'on appelle de la rétropulsion. Vous voyez très bien sur ces petites vidéos, alors je vais peut-être les repasser. On revoit ce film. Vous voyez que plus on tape fort et plus le calcul va partir loin. C'est ce qu'on appelle la rétropulsion. Et donc ça, c'est une donnée importante, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez une haute énergie, lorsque vous faites de la fragmentation, vous allez devoir fréquemment repositionner l'endoscope et vous pouvez aussi perdre du temps. Et vous le voyez aussi sur cette diapositive, sur la durée d'impulsion laser. Lorsque la durée d'impulsion laser est courte, on a plus de rétropulsion. C'est ce que je vous disais. Plus on tape fort, et bien plus le calcul va loin. Plus on tape fort et vite, là encore une fois, le calcul est expulsé sur une longue distance. Donc, lorsque vous faites du dusting, finalement, votre calcul va être beaucoup plus stable puisque vous appliquez une faible énergie et une longue durée d'impulsion laser. Donc au total, le laser holmium, c'est effectivement le laser de référence pour le traitement des calculs urinaires. Vous pouvez donc régler différents paramètres, la fragmentation, le dusting et le popcorn, et vous voyez qu'en fonction de nos 3 paramètres, la fréquence, l'énergie et la durée d'impulsion laser, on obtient 3 paramètres différents avec des effets différents. Et en plus, l'avantage du laser holmium, c'est que vous avez une diversité des applications. On l'a vu en introduction, vous pouvez traiter la prostate, vous pouvez traiter aussi les tumeurs urothéliales, et donc le début de cette expérience. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Il faut souligner quand même l'excellent travail de l'équipe de Tenon qui depuis plusieurs années fait des travaux là-dessus pour justement optimiser, et aujourd'hui grâce à eux on connaît mieux le réglage des lasers. Moi je vais ajouter un paramètre, il y en a un qui peut parler. Aujourd'hui on s'oriente de plus en plus vers des fibres de 200 microns parce qu'il y a aussi une question de visibilité. Et on sait que le canal opérateur d'un endoscope, c'est 3,6 French, c'est-à-dire que c'est à vide, c'est un débit de 40 millilitres à peu près par minute, hein. Donc c'est pas grand-chose. Mais quand on introduit des fibres à l'intérieur, là ça peut tomber à 5 ou 6 millilitres minute, c'est-à-dire qu'on ne voit plus rien. Donc aujourd'hui, les dernières études le soulignent. Il est important d'utiliser des fibres de 200 microns, 270 microns au maximum. Ça permet d'obtenir ce que j'appellerais le meilleur compromis qu'on va ajouter aux paramètres dont tu as parlé tout à l'heure. Juste un petit commentaire, effectivement. On se disait au départ que plus la fibre est grosse, et plus on va casser un volume important, et en fait on se rend compte que c'est totalement faux. Les fibres de 270 microns sont bien plus efficaces que celles de 365 microns, parce qu'on a une diffusion de l'énergie laser sur un diamètre plus important, et donc pas plus d'efficacité de ces fibres-là. En revanche, du fait du diamètre plus important, elles cassent plus vite, puisqu'elles sont beaucoup plus rigides, et donc par rapport à la situation du calcul caliciel inférieur, une fibre de 270 ou de 200 microns étant beaucoup plus souple, on accède plus facilement à ces situations. Il y a une question de Gérard Pascal. Oui. Concernant les trois paramètres dont vous avez parlé là, donc c'est quelque chose sur l'énergie. L'énergie, vous avez parlé de basse énergie si j'ai bien compris, entre 0,2 et 0,5, et haute énergie entre 1 et 2 joules. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Alors, on peut régler, alors, je mets ces recommandations entre guillemets si vous voulez, mais il faut savoir jouer avec son laser au moment où on fait un traitement chirurgical. C'est-à-dire que parfois, on se dit je vais faire du dusting, alors de base, si vous voulez régler les paramètres sur 0,2 à 0,5 joules, et de temps en temps, mais on ne constate pas l'effet escompté, et dans ce cas-là, on va devoir jouer un petit peu avec l'énergie laser pour pouvoir avoir l'effet recherché. Mais encore sur la fragmentation de la haute énergie, si vous sentez qu'en mettant au départ 1 joule, vous n'obtenez pas de fragmentation parce que le calcul est beaucoup trop dur, eh bien vous allez augmenter petit à petit l'énergie pour pouvoir avoir l'effet escompté. Pierre O'Connor. Oui, j'apprécie beaucoup ton exposé pour plein de raisons, parce qu'il est très clair, et en plus ça permet un petit peu de stabiliser tous les commentaires qu'on entend à droite à gauche. Notamment sur, on parle de puissance, je suis d'accord avec toi, la puissance ça ne veut pas dire grand chose, mais quand on voit que certains utilisent dans le rein, quelle que soit la voie d'abord, mais une voie percutanée a priori, des puissances de l'ordre de 30, 40, 50 watts, je pense qu'il faut mettre la pédale douce et expliquer que même si la puissance n'a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est des réglages et paramètres, au total le rein subit quand même quelque chose que la puissance nous laisse deviner. Et donc rester dans une zone entre, on va dire, 5 et 15 watts, ça reste raisonnable, ce qui fait que l'essentiel des lasers pour les lithiases ne sont pas trop chers. Parce que tu disais qu'il y a des lasers qui sont beaucoup plus puissants, à 120 watts, cela coûte beaucoup plus cher. Voilà, je rebondis là-dessus effectivement, par rapport à la puissance, plus l'énergie est importante et la fréquence est importante, vous augmentez la température aussi au niveau du rein. Alors ça a été très très peu étudié jusqu'à présent. On sait que sur la NMPC, on suppose qu'avec le débit d'irrigation, vous avez un effet de refroidissement au niveau des cavités pyélocalicielles. Et c'est quelque chose qui est supposé si vous utilisez une haute puissance, mais à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve. Ouais. Alors j'avais un deuxième commentaire qui était sur l'utilisation des fibres laser, certes de petit diamètre, mais vers le calice inférieur, qui est toujours un souci. Bertrand, on a subi les conséquences très très vite lors de ses premières hétéroscopies souples, je me souviens, tu nous l'as raconté, puisque l'appareil est très à risque à ce moment-là. Et il existe une fibre de Optical Integrity, qui est une fibre laser qui coûte un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher que les autres,
et qui a une construction beaucoup plus intelligente que nos fibres de verre classiques pour l'utilisation pour les lithias. C'est une fibre en fait qui est faite de plusieurs couches de silice, ce qui fait que la couche périphérique n'est pas en contact avec l'énergie laser. Il n'y a pas de photons qui rentrent dans cette couche périphérique, qui la protège, qui protège donc la gaine. Et en plus, pour le calice inférieur, cette fibre laser a elle-même une gaine externe, en plus de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, ce qui fait qu'on peut utiliser un peu plus d'énergie lorsqu'on a un calcul caliciel inférieur. Donc elles sont un petit peu plus chères, elles ne sont pas forcément connectables à toutes les sources laser, mais quasiment toutes. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on étudie dans cette situation qui n'est pas très fréquente. Hein. Le calcul bloqué qu'on n'arrive pas à délocaliser, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est intéressant. Et ma troisième remarque ou question, je sais que à Thonon vous êtes très grand centre expert dans plein de domaines, notamment celui du laser, et vous avez utilisé le fameux Moïse système. Tu n'en as pas parlé, c'est volontaire. C'est volontaire. Oui, donc c'est volontaire parce que effectivement vous avez l'effet Moses donc, de la société Luménis, donc qui est le laser en gros le plus puissant à l'heure actuelle, où cette fameuse bulle de cavitation, vous avez en fait comme deux pulses à la suite, c'est-à-dire que vous avez une première bulle qui va ouvrir le champ aux photons, et ensuite les photons vont directement au niveau du calcul, et soi-disant que vous avez moins de rétropulsion. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a très peu d'évaluations in vitro en tout cas, et donc j'en ai pas parlé exprès aujourd'hui, parce que finalement il n'y a pas de données scientifiques sur cette technique à l'heure actuelle. Ça viendra très bientôt. Parce que les données dont nous disposons, qui sont quelques films expérimentaux, font un petit peu peur. Parce qu'on se dit que le premier pulse laser, j'allais dire, c'est pour ça que ça s'appelle Moïse, enlève l'eau entre le bout de la fibre et le calcul. Mais après, il y a l'impact thérapeutique, si je peux dire, sur le calcul. Et si jamais on se rate, on se dit que la pénétration... Alors c'est sur le même pulse au moment où le... Oui, il y a un petit décalage, il y a un tout petit décalage, mais les images expérimentales font peur. Là, on est dans une discussion d'experts. Voilà. Très rapidement sur les calculs caliciels inférieurs, effectivement, il y a l'option de cette fibre laser là. Ou deuxième option, c'est d'utiliser des urétéroscopes jetables, c'est-à-dire que, voilà, à usage unique, vous allez directement en caliciel inférieur et après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Il ne faut pas que le urétéroscope exogénique se casse avant d'avoir fini. Comme dit Bertrand, il faudra avoir un directeur jetable. Après, ça moi, je voudrais vous demander, un, de remercier Olivier Traxer, qui a été interne et c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé. Et deux, je vous fais quand même une remarque. Vous dites des calculs de 2 cm qui vont donner 6 fragments, 8 fragments, et puis 1 cm 8 fragments et 2 cm 64 fragments. Je crois que vous devriez mieux dire 1 cm3 et 2 cm3. Parce que vous auriez tout de suite, dans votre diapositive, mettez un cube, parce que les calculs ne sont pas des ronds ni des cubes, ce sont 4 tiers de pi R3 ou de pi ABC. Et donc je m'étonne que quelqu'un aussi scientifique que vous direz ça à Olivier de ma part, que je n'ai pas aimé cette diapositive. Merci beaucoup.